Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet espace où on fait écho à nos relations. Dans cet épisode, on va parler d'amour. Je parle de cet amour qui papillonne le ventre, qui nous fait chambouler la tête et qui occupe toutes nos pensées toute la journée. Avec Fadi, on va parler de l'amour et de l'attachement. Et comment savoir si c'est de l'amour ou autre chose. Et rester jusqu'à la fin pour découvrir un état qui ressemble à de l'amour et comment l'identifier. Bienvenue dans Echo. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends le mot amour, Mmh. j'ai tout de suite cette chanson de Marcel Moloudi dans la tête, tu sais, qui dit l'amour, l'amour, dont on nous parle toujours. À quoi ça te fait penser, toi? Mmh. Disons que je connais pas vraiment la chanson, Ok. mais à quoi je pense quand, tu parles d'amour? Alors, est-ce que tu veux une définition psychiatrique ou alors, un Oh non, fadi, non, en tant que non, quand tu entends le mot amour, mmh ça te fait penser à quoi? Ben, directement, je pense au romantisme, à tout ce nous a vendu dans les films romantiques, les Disney quand on était gosse et tout. Oui, effectivement, Disney nous vend beaucoup d'histoires d'amour à l'eau de rose. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, des formes d'amour. Est-ce qu'on peut appeler ça des formes? Mmh, oui, on peut dire que c'est, des formes d'amour. On peut aussi distinguer entre l'amour, sain et l'amour qui peut prendre d'autres formes et qui sera plutôt destructeur pour la personne ou pour l'autre, ou les Ok. 2. Hmm. J'ai un exemple en tête de ça, d'un amour malsain. Mais avant d'en parler, j'aimerais bien que tu nous parles d'un point de vue aussi psychiatrique de ce que c'est que l'amour sain et sécure. Mmh. L'amour, si je devrais le décrire, c'est quand tu penses à quelqu'un, tout le temps et que tu sais pas pourquoi. Donc là, tu commences à ressentir de l'attirance physique, il te plaît, tu as un désir de fusionner avec la personne, de faire qu'un être. En même temps, tu attends d'être l'être exclusif, c'est-à-dire d'être, la seule personne que cet être désiré te voudra. Là, je vais plutôt rentrer dans comment l'amour peut naître. En général, lors des 1000 premiers jours, حنايا كيكون عندنا en général, une forte mémoire émotionnelle qui va imprimer, tout ce qu'on va échanger avec, l'être, qui va nous donner beaucoup d'affection. Qui peut être la maman, le papa ou une autre figure, d'attachement. Ok. Et quand on va interagir avec cette personne, on va retenir des petites choses de avec l'échange affectueux. Par exemple, juste, des petites mimiques de la personne ou comment la personne s'adresse à nous. Ces petites choses, on va les imprimer dans notre tête et on va rechercher avec la nouvelle personne, on va rechercher directement les petites choses qui correspondent aux donc 1000 premiers jours qu'on a eu lorsqu'on était enfant. Et on va se dire, ah, cette personne-là, je ressens quelque chose, il y a de l'attirance, je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'empreinte émotionnelle. Ah, L'amour, au niveau cérébral, on remarque dans des zones de punition qui vont être gelées, c'est-à-dire donc les zones qui ضرونا, elles vont être engourdies وما كنبقاوش نحسوا tout ce qui est tristesse, tout ce qui est mauvais par rapport à l'autre. عليها des fois quand on voit l'autre, on voit pas ses défauts. On l'idéalise بزاف. c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser le partenaire, mais pourquoi on fait ça? Parce que les zones, vu qu'elles sont engourdies, heu, le cerveau كيبدا يقلب دايمًا على la récompense, donc il va chercher tout le temps de la récompense Hmm. et il va mettre à côté les zones de punition. C'est pour ça que كيقول لك le cerveau amoureux, quand il a faim, quand il a soif ou là quand il a mal, il va moins ressentir
les choses pénibles et il va plus ressentir du plaisir. Parce que quand on ressent du plaisir, on ressent moins les choses mauvaises. C'est vrai. C'est pas un truc consciemment lié, on va éliminer la douleur, on va chercher le plaisir. On recherche le plaisir et le cerveau, il va guider les neurones à la recherche de plaisir avec la personne et du coup, il va voir que des trucs positifs. Parce que s'il commence à voir les trucs négatifs, bah, l'amour ne va pas naître. C'est beau que tu parles d'amour comme ça d'un point de vue psychiatrique parce que dans ma tête, une relation amoureuse saine repose sur deux R aussi. Tu te souviens des deux R que tu avais... Enfin, Oui, tu avais présenté deux R lors du dernier épisode. effectivement. Reformuler Reformuler, renforcer. et renforcer. Mais je ne pense pas du tout à ces deux R. Ah, C'est plutôt le respect ah, et la réciprocité. Des efforts, du soutien, et de la présence aussi. Et dans ma tête, ça ressemble à ça. je vois. Réciprocité et respect. Il y a également une autre, je ne sais pas si on peut appeler ça une forme d'amour, l'attachement. L'attachement, c'est comment tu vas tisser du lien avec l'autre. C'est comment tu vas te tisser. Ok. C'est-à-dire, ça vient grâce à l'amour. L'amour, c'est le moment où on essaie d'être fusionnel avec l'autre Mhm. et notre cerveau, il devient hyper vigilant à tout ce qui se passe. Donc, on essaie de mémoriser tout ce qui se passe, mais Mhm. et en même temps, dans cet espace qu'on est très intime l'un à l'autre, c'est là où se tisse petit à petit le lien d'attachement. Et comment on peut expliquer l'attachement? C'est un besoin déjà d'être sécure. On entend tout le temps parler dans Instagram, Facebook, les réseaux Oui. sociaux, sécure, sécure, sécure. Mhm. Donc là, le besoin d'être sécure, c'est plus un besoin de proximité, de la bienveillance, de la Mhm. tolérance et le respect dont tu as parlé. Avec le besoin d'autonomie. Donc c'est le besoin de sécurité dont je t'ai parlé, mélange avec le besoin d'autonomie qui donne un attachement sain. C'est intéressant que tu parles de l'attachement sain à condition qu'il y ait de l'autonomie avec, parce que j'ai un exemple en tête d'une cliente que j'avais accompagnée il y a quelque temps. On va l'appeler Sarah, c'est un prénom factice, bien sûr, pour garder son anonymat. Donc, Sarah était venue en séance privée pour me dire qu'elle était avec son partenaire depuis quelques années. Mm. Mais elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un vide entre nous. Ils étaient dans les banalités du quotidien, la routine s'était installée. Et elle me dit, mais je ne sais plus si c'est de l'amour, je ne sais pas ce qui nous lie finalement tous les deux, mais, mais je l'aime, c'est pour ça que je reste toujours. Yak. Et elle insistait sur elle voulait que je valide sa croyance. Donc on a commencé à creuser et il s'est avéré finalement qu'elle ne l'aimait plus, mais qu'elle D'accord. était restée attachée, non pas à lui, mais plutôt à l'image qu'il lui renvoyait. Hmm. À l'image et surtout au souvenir. Elle me D'accord. disait, je ne peux pas laisser une relation de plusieurs années alors qu'il a été là pour moi dans ça. On a fait ça ensemble. Elle culpabilise. Elle culpabilisait un peu aussi. Et elle était dans la confusion Mhm. de mais je ne l'aime plus, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je reste quand même? Mhm. Et donc, quand on a commencé à creuser, effectivement, ce n'était pas de l'amour, en tout cas, ce n'était plus de l'amour, c'était de l'attachement. Hmm. Et c'était aussi derrière une peur de la solitude, de refaire sa vie à nouveau. Mhm. Et au-delà de ça, de laisser derrière ce elle a dit dans ses propres mots, on a investi tout ce temps ensemble pour finalement tout lâcher. Mhm. Donc finalement, l'attachement n'est pas toujours sain en amour. Effectivement, d'après ton exemple, l'attachement sans entretenir la flamme et sans entretenir l'amour, on ressent comme un vide. Comme si on est juste des amis ou des colocs, mais pas vraiment des personnes qui d'abord sont passées par l'amour et qui essaient toujours d'entretenir la flamme. Bien sûr. Il y a des couples où, par exemple, il y a l'attachement, mais par exemple, il y a un manque d'autonomie.
Il y a que la sécurité. Ouais, je suis là pour toi, je suis tolérant, je suis bienveillant, mais ne sors pas de la maison. Reste qu'ici, t'as pas le droit aux réseaux sociaux, t'as pas le droit de travailler. Du coup, là, on rentre dans une sorte de dépendance affective parce que la personne n'est plus dans son autonomie. Mais là, c'est ni de l'amour ni de l'attachement, ça, c'est du Ben, contrôle. c'est du contrôle de la part de l'homme, par exemple, dans cet exemple-là. Mais la femme, au fil du temps, elle va perdre son autonomie. Du coup, elle va devenir dépendante affectivement. Oui. Parce que elle ne saura plus comment gérer les choses seule. Hmm. Elle va dire, ah non, je suis incapable de faire ça toute seule. Il n'y a que mon mari qui sait le faire. Oui, tu sais, quand tu parles de ça, j'ai un exemple qui me vient en tête Mhm, d'une dame dans ma famille. mhm, Déjà, la première chose, c'est qu'il y a 15 ans de différence entre elle et son mari. mhm, Et avec le temps, il l'a subtilement isolée mhm, et maintenant, elle est complètement codépendante et pas du tout autonome. Même dans les procédures administratives, même dans vraiment tout ce que tu peux imaginer, mhm. elle a besoin qu'il le fasse lui-même. C'est pas parce qu'elle ne sait pas quoi faire, mais je ne sais pas, il y a un blocage Elle a perdu presque l'habitude. physique. Elle a perdu aussi Mhm, l'habitude de se débrouiller toute seule et de faire la chose elle-même. C'est bien qu'on parle d'amour malsain. mhm. Et justement, on voulait en parler dans cet épisode. C'était important pour nous d'en parler. On voulait parler de la limérance. Donc, c'est un état qui ressemble à de l'amour, mais qui n'en est pas. C'est un état de désir d'être désiré et d'obsession au lieu de connexion, d'incertitude au lieu de certitude. C'est un état dans lequel on est constamment obsédé et on recherche la validation de l'objet du désir, on va appeler ça comme ça. Oui, L'objet du l'objet désir. du désir, la personne désirée, la personne qu'on croit aimer à l'obsession. Mhm, La limérance, c'est plus une dépendance à l'autre mhm, et une addiction aussi à l'autre. mhm. C'est-à-dire, c'est une addiction à la pensée qu'on se fait de la personne, À l'image seulement. à l'image, la pensée. Dès que cette personne est là, on se sent bien. Dès qu'elle n'est pas là, on se sent malheureux. Effectivement, que la personne en état de limérance est à la recherche de petits signes d'espoir que la personne va le regarder, va le valider, va peut-être même éprouver la même chose. Mhm. C'est ce qu'on appelle les signes de réciprocité. Au fur et à mesure, la personne, vu qu'elle va devenir addicte, elle sera dans le renforcement intermittent. Donc à chaque fois, elle va chercher des miettes pour qu'elle elle ressent ce plaisir, ce shot de dopamine. Mhm. Et quand il y a pas, quand il y a l'ambiguïté, le doute, ben, c'est le désespoir, c'est le stress, c'est toujours des pensées obsessionnelles par rapport à l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? L'autoculpabilisation. Oui, effectivement, comme tu as dit, shot de dopamine constamment et aussi shot de cortisol parce que le stress est aussi à son pic. Et la personne a des flashbacks. Elle se dit, attends, est-ce que ce que j'ai dit était bien ou déplacé? Attends, comment je me suis assis? Comment je me suis habillée? Est-ce que c'était la bonne chose à faire ou pas? Est-ce que je vais lui plaire? Mhm. Right? Effectivement. C'est pour ça que déjà, la phase de limérance, c'est la phase ultime. Au début, on n'est pas limérant du jour au lendemain. Donc la première phase, c'est l'euphorie. C'est Hmm. cette... Avant la phase d'euphorie, Avant la phase d'euphorie, il y a quelque chose? oui, ce qu'on appelle la phase de début, Ok, où, comme on a dit, par rapport à l'amour, il y a toujours une empreinte émotionnelle. bien sûr. Donc, dès qu'on va voir la personne, on va se rappeler de ce qui s'est passé dans notre enfance, Mhm. inconsciemment. Et puis, on a le déclencheur qui va se manifester et nous dire, cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe. On ressent quelque chose, il y a de l'attraction physique, on Mhm. commence à l'admirer, et du Mhm. coup, il y a une sécrétion de dopamine dans le cerveau. Mhm. La phase qui vient juste avant l'euphorie, c'est la phase de pensée agréable. Mhm. Là, la personne enfin le limérant Oui. ou la limérante, elle va directement avoir des rêveries. C'est quoi les rêveries? C'est de l'imaginaire. Dans
l'imagination de scénarios peu probables, donc très peu probabilistes, où il y aura par exemple des bons échanges avec l'être désiré. Et de ces échanges-là qu'on va imaginer qui sont réciproques, bien sûr, on va ressentir du plaisir. Ok. Et la personne va se nourrir de ses rêveries. Secondo, on remarque aussi que dans cette phase, le limérant plutôt va avoir des flashbacks où il va commencer à ressasser le passé Oui. et voir tout ce qui s'est bien passé avec l'autre. Il y a aussi ce qu'on appelle la planification des rencontres. Dans cette planification, la personne va essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer avec l'autre dans le réel maintenant. Ce n'est pas des rêves, des fantasmes ou quoi que ce soit. Et comment je peux, en tant que limérant, lui faire passer le message que je suis attiré par lui, que je sens quelque chose, mais indirectement. En même temps qu'on planifie les rencontres, l'image de la personne il est vraiment idéalisée. On voit que les bons côtés de la personne et on voit pas les mauvais côtés. Ensuite, toujours dans cette phase, on remarque que le désir qui alimente les pensées, que ce soit les rêveries, les flashbacks, la planification des rencontres, il y a le désir aigu qu'il y ait quelque chose de réciproque. En même temps, ce qu'il ressent le limérant dans cette phase, c'est qu'il n'attend que le moment où la réciprocité va apparaître. Donc avec tous ces signes-là, après, il y a la phase d'euphorie. On la- arrive à ça. La fameuse phase d'euphorie. La fameuse phase d'euphorie. C'est là où, dans les 2 premières phases, il y avait toujours le pic de dopamine parce qu'il n'y a que du plaisir qu'on ressent. Là, c'est un état qui va dépasser le plaisir normal et atteindre carrément l'extase, l'euphorie. Ah oui. Pourquoi? Parce que cette personne limérante, À plus d'espoir. elle va À ce percevoir, stade. elle va percevoir des signes de réciprocité. Elle va percevoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment des signes. Oui, bien sûr. Elle va La juste... réciprocité perçue. Voilà, c'est de la réciprocité perçue, donc elle va interpréter Oui. les gestes ambigus, comme quoi c'est des signes positifs. Cette personne-là, elle est intéressée par moi. Et à ce stade-là, la personne en limérance est sûre et certaine qu'il y a de la réciprocité. On ne peut pas rentrer carrément dans la conviction à 100% Ah, qu'il donc y a. elle est dans le doute? Elle est toujours dans le doute? Elle n'est Dans pas la dans phase le d'euphorie? doute, mais elle a un grand pourcentage dans sa tête. Elle se dit à 80%, 90%, la personne, elle m'envoie des signes de réciprocité. Mais c'est quand même assez certain, si c'est à 80 ou 90%. Parce que dans l'esprit humain, il y a toujours il y a toujours une sorte de surmoi qui nous protège Oui. pour ne pas rentrer dans ce qu'on appelle les délires. Donc les Oui. convictions inébranlables qu'on est, par exemple, aimé par quelqu'un. Et quel est le stade ou l'étape qui vient juste après? Quand la personne en limérance est quasi sûre de la réciprocité. Et malheureusement pour le limérant, c'est la phase de doute. Ah, Ouais. donc il y a une chute, Enfin, un pas- écroulement de l'image. Non, pas une chute. Pour comprendre la limérance, plus il y a d'obstacles, plus ça s'intensifie. Ah, ok, intéressant. S'il y a une vraie réciprocité, la limérance va s'éteindre et ça va donner place à l'amour et de l'attachement. C'est pour ça qu'il y a cette phase de doute où il y aura un obstacle qui soit interne, externe et qui va ne pas permettre à cette relation d'être à 100% réciproque. Donc il y aura des signes d'ambiguïté Ok. clairs maintenant. Ce sera pas... c'est des signes où c'est impossible qu'on aboutisse à la relation Oui. tant que cet obstacle est présent. Oui. Pendant cette phase de doute, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a l'obstacle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à quoi? À stresser. Donc on va commencer à sécréter du cortisol, de l'adrénaline, noradrénaline dans le cerveau. On va être hyper vigilant. On va avoir extrêmement peur que ça marche pas, que la personne nous rejette ou qu'on nous abandonne. Du coup, on rentre dans l'anxiété de performance. On a besoin de montrer qu'on peut plaire à l'autre et on va se donner à fond, mettre de nouveaux vêtements, aller plus à la salle, travailler plus notre corps, travailler plus notre intellect. On va tout faire pour retenir le maximum l'attention de l'autre, que ça s'intensifie. Donc avec le temps, ça s'intensifie.
Et je pense que là, on arrive à la dernière phase qui est l'addiction. Exactement. L'addiction, c'est là où la limérance sera entretenue par cette ambiguïté entre espoir-doute. Espoir-doute. Donc, Mhm, il y a une sorte de dépendance à l'humeur de l'autre. mhm, La personne va, à chaque fois, dès qu'elle va recevoir un petit message, va se remplir d'espoir. mhm, Dès qu'elle va voir qu'il y a un silence radio, bah, c'est la déprime, elle va s'isoler, elle va plus voir le monde de manière mhm. optimiste. Il y aura le renforcement intermittent qui va entretenir cette limérance. C'est quoi le renforcement intermittent? C'est on va te donner des miettes et en même temps, on va te laisser Retirer attendre. l'attention. Donner un peu d'attention, retirer l'attention. C'est ça, Exact, en intervalle. exact. Mhm, Ben, on te donne un petit bout d'espoir, mhm. puis on te Et laisse on le un retire et moment, on le redonne. puis on te redonne encore de Mhm. l'espoir. Un cercle vicieux. Ben, c'est du conditionnement. Oui, Et du coup, la personne va continuer à faire beaucoup d'efforts, d'efforts pour avoir cette cette petite petite, attention. petite attention, des bouts de miettes d'espoir, Mhm. qui va entretenir encore plus cette limérance. Oui, je comprends. Et malheureusement, c'est là où on rentre dans l'hyper-investissement. C'est-à-dire, on a vu qu'il y aura de l'anxiété de performance avant, où la Mhm. personne va se donner beaucoup de mal à plaire à l'autre, Oui. parce qu'il y a le doute. Mhm. Là, la personne tombera dans ce qu'on appelle le burn-out Mhm. émotionnel, Mhm. tellement elle se donnera à fond pour l'autre personne. Oui, j'imagine. Et au final, la famille va remarquer qu'il se désengage, qu'il s'isole, Ah oui, qui l'entourage va remarquer ça. Mhm. l'entourage, la famille, les amis aussi, Mhm. ils vont tous remarquer que les lieux qu'ils fréquentaient avant, bah, ils les fréquentent plus, il ou elle, bien sûr, jusqu'à malheureusement impacter aussi sa vie professionnelle, parce que là, on a parlé du volet social, mais Mhm. aussi sa vie professionnelle. Il va se désengager par rapport à sa vie professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il ne ressent plus de plaisir à faire ces petites choses, à travailler, Mhm. à se nourrir. Toujours dans cette phase d'addiction, il y a l'aspect qui est très, très, très important dans la limérance. C'est l'aspect obsessionnel. C'est-à-dire, donc les rêveries, les flashbacks et tout, ils vont devenir des pensées intrusives. Du coup, la personne limmérante, elle va se réveiller avec des pensées obsessionnelles par rapport à l'autre, sans pouvoir y remédier. Bien sûr, ça habite ses pensées toute la journée, Mhm. ça change et ça impacte toute sa vie à tous les niveaux. Avec l'envahissement de ces pensées obsessionnelles, Mhm. au niveau de sa vie psychique, dans sa Mhm. tête, Mhm. il y aura aussi un envahissement au niveau des rêves. La personne va commencer à rêver de la personne, faire des cauchemars de peur qu'elle soit abandonnée ou rejetée. Et en même temps, on est dans le craving, qui est très caractéristique de l'addiction. C'est-à-dire, il y Oui, a le syndrome de manque, où dès que la personne n'est pas là, on n'a pas ses messages, on n'a pas toute trace, ou alors toute chose qui pourrait mm. nous faire penser à, Dès qu'elle ne répond pas, voilà, la personne en limérance va paniquer et paniquer, sentir le manque, avoir de mm, l'anxiété. Et là, c'est tout le stress, toute l'adrénaline, tout revient. tout commence à se déclencher. Mm. Et ben, c'est le physique qui sera impacté. C'est très intéressant comment tu as parlé en détail de la limérance. Par contre, moi, j'ai un message pour les personnes objets de la limérance. S'il vous plaît, éliminez toute trace d'espoir que quelque chose va se passer, que quelque chose va se faire. La seule chose à faire pour libérer cette personne. Exactement. Bien. En tout cas, merci Fadi. Merci Fatine. Et n'oubliez pas, écoutez l'écho qui vient de l'intérieur. C'est lui qui résonne partout ailleurs. À bientôt.